Alors je vais faire un peu de lecture. Donc ça provient d'un livre, une lecture qui provient d'un livre de biologie moléculaire du gène qui a été écrit par James D. Watson en 1978, donc ça date déjà, c'est un peu à l'époque où j'ai passé mon baccalauréat. Donc voilà ce livre. Donc la lecture, je ne vais pas faire la lecture du livre intégralement, mais simplement pour chaque chapitre, il y a un résumé. Donc je vais faire par exemple le résumé. Aujourd'hui, je vais faire les cellules obéissent aux lois de la chimie. Donc il faut se rendre, pour commencer l'étude complète, page 25, donc de la page 25 à la page 54, et à la page 55, il y a un résumé. Donc c'est ce résumé que je voudrais vous lire. Donc, je recherche la page 55. Donc les cellules obéissent aux lois de la chimie. Les lois de la chimie permettant d'expliquer la croissance et la division cellulaire sont les mêmes que celles qui contrôlent le comportement des molécules à l'extérieur des cellules. Ces dernières ne contiennent pas d'atomes propres à l'état vivant. Il n'existe pas de molécules qui puissent synthétiser. Il n'existe pas de molécules qu'elles puissent synthétiser et qu'un chimiste, au prix d'un travail ardu, ne puisse parvenir à fabriquer un jour. Ainsi, n'y a-t-il pas de chimie spécifique des cellules vivantes? La biochimie n'est pas une science réunissant des lois chimiques d'un type particulier. C'est une branche de la chimie orientée vers l'étude du comportement des molécules trouvées à l'intérieur des cellules. Ce sont des molécules biologiques. La croissance et la division cellulaire dépendent de la disponibilité en énergie chimique sous forme utilisable. Initialement, cette énergie provient des quanta solaires que les plantes photosynthétiques convertissent en molécules organiques dont certaines sont ensuite utilisées comme source de nourriture par divers animaux et micro-organismes. Le plus remarquable des premiers succès de la biochimie fut d'éclaircir le processus par lequel les molécules des aliments sont converties en molécules cellulaires et en énergie chimique utilisable. L'énergie contenue dans les molécules alimentaires réside pour une grande part dans les liaisons covalentes de composés carbonés réduits. Elle est libérée lorsque ces molécules, par des réactions d'oxydoréduction, sont transformées en composés carbonés possédant un degré d'oxydation supérieur. Pour la plupart des formes de vie, l'agent oxydant ultime est l'oxygène moléculaire O2. Les produits de l'oxydation complète d'une molécule organique comme le glucose sont CO2 et H2O. Pourtant, la majorité des molécules organiques ne sont pas directement oxydées par l'oxygène, mais par diverses molécules organiques, qui le plus souvent sont des coenzymes comme le NAD. Le coenzyme réduit, par exemple NADH, est lui-même oxydé par une autre molécule, par exemple FAD, ce qui restitue le coenzyme initial sous la forme oxydée NAD, avec production d'un nouveau coenzyme réduit, FADH2. L'oxygène moléculaire n'intervient directement qu'à la fin de plusieurs cycles de ce type pour terminer la chaîne d'oxydoréduction avec élimination d'eau, c'est-à-dire H2O. L'énergie produite
au cours de ces cycles d'oxydoréduction, n'est pas complètement libérée sous la forme de chaleur. Bien au contraire. Plus de la moitié de cette énergie est utilisée pour créer de nouvelles liaisons chimiques. Les atomes de phosphore jouent dans cette formation un rôle fondamental parce que les esters phosphates formés contiennent plus d'énergie utilisable que la plupart des liaisons covalentes. Ces groupes phosphates sont transférés à des récepteurs sous une forme riche en énergie. Le plus important de ces accepteurs est l'ADP. L'addition d'un groupe phosphate à l'ADP le convertit en ATP. Des expériences récentes révèlent que la phosphorylation de l'ADP en ATP est l'une des étapes primaires de la photosynthèse, désignée sous le nom de photophosphorylation. La transformation de l'ADP en ATP est au cœur des relations énergétiques cellulaires. Il y a quelques années seulement, les chimistes connaissaient beaucoup moins qu'aujourd'hui les très grosses molécules cellulaires que sont les protéines et les acides nucléiques. La majorité de ces molécules sont beaucoup plus grandes que les plus grandes des petites molécules étudiées en chimie organique. Le poids moléculaire des protéines et des acides nucléiques est compris entre 10 puissance 4 et 10 puissance 9. Protéines et acides nucléiques ont également des structures complexes et les techniques physiques et chimiques adaptées à l'étude de ces structures n'ont été développées que récemment. Parmi ces techniques, les plus importantes ont été la chromatographie de partage, l'ultracentrifugation analytique et la cristallographie au rayon X, étendue à l'étude des grosses molécules. On connaît maintenant presque toutes les caractéristiques importantes de beaucoup de grosses protéines, telles que la myoglobine, l'hémoglobine et la trypsine, ainsi que de l'ADN en tant que matériel génétique primaire. Dans tous les cas, les lois chimiques applicables aux petites molécules restent valables. Jusqu'à présent, le concept qui a le plus influencé le mode de pensée en biologie est celui de la structure complémentaire en double hélice de l'ADN. Cette structure a suggéré immédiatement un mécanisme de réplication des gènes, ce qui a entraîné une révolution de la conception biologique de l'hérédité. Si on tient compte du rythme auquel les connaissances progressent, ces succès permettent de penser que la compréhension des phénomènes biologiques à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire la biologie moléculaire, couvrira bientôt la totalité des caractéristiques fondamentales de la vie. Donc voilà pour ce petit résumé. Concernant, donc si vous regardez le plan, les cellules obéissent aux lois de la chimie. Donc voilà, la lecture est terminée.